S'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage à travers les siècles afin de rencontrer un homme qui vivait dans un tonneau d'argile, insultait les puissants en face, se masturbait publiquement sur la place du marché et devint l'un des philosophes les plus influents de l'histoire humaine. Un homme qui ne possédait rien, sauf un bâton, une besace et un bol qu'il jeta après avoir vu un enfant boire dans ses mains. Un homme qui chercha en plein jour avec une lanterne allumée quelque chose que personne ne pouvait lui donner. Que cherchait-il exactement ? Pourquoi le philosophe le plus puissant de son époque lui proposa-t-il de réaliser n'importe quel souhait ? Pourquoi refusa-t-il ? Comment un homme sans maison, sans famille, sans argent et sans respect pour les conventions sociales parvint-il à changer la façon dont l'humanité pense la liberté, le bonheur et la dignité ? Pourquoi ces provocations scandaleuses contenaient-elles plus de sagesse que tous les traités élégants de ses contemporains ? Comment sa philosophie de rue influença-t-elle les stoïciens, les chrétiens primitifs et même les mouvements de contestation modernes ? Vous pensez connaître l'histoire d'un excentrique qui vivait dans un tonneau ? Vous allez découvrir l'histoire d'une révolution philosophique qui remit en question tous les fondements de la civilisation grecque. Le soleil matinal éclairait les rues étroites d'Athènes au IVe siècle avant notre ère. La ville bourdonnait d'activité. Des marchands criaient leurs prix sur l'agora. Des esclaves portaient des amphores remplies d'huile d'olive et de vin. Des citoyens, drapés dans leurs imations blancs, discutaient de politique et de philosophie sous les colonnades. L'odeur du pain fraîchement cuit se mêlait à celle de l'encens brûlé dans les temples. Le bruit des sandales sur les dalles de marbre résonnait entre les bâtiments aux façades peintes en ocre rouge et en bleu. Athènes était alors le centre intellectuel du monde méditerranéen. Platon enseignait à l'Académie. Aristote n'allait pas tarder à fonder le lycée. Les sophistes vendaient leur rhétorique aux jeunes aristocrates désireux d'apprendre l'art de la persuasion. Les tragédies d'Échille, de Sophocle et d'Euripide résonnaient encore dans les mémoires. La démocratie athénienne, bien qu'affaiblie après la guerre du Péloponnèse, continuait de fasciner et d'inspirer. C'était une époque de débats intenses, de questionnements profonds, de bouleversements politiques et sociaux. Mais sous cette façade brillante se cachait une société profondément inégalitaire. La démocratie athénienne n'incluait qu'une fraction de la population. Les femmes n'avaient aucun droit politique. Les métèques, ces étrangers résidant à Athènes, payaient des taxes mais ne pouvaient pas participer aux assemblées. Les esclaves, qui représentaient peut-être un tiers de la population, n'étaient que des biens meubles. La richesse se concentrait entre les mains de quelques familles aristocratiques. Les pauvres dépendaient des distributions publiques de grains et des travaux occasionnels. La corruption gangrenait les institutions. Les démagogues manipulaient la foule pour servir leurs intérêts personnels. Les guerres incessantes vidaient les coffres de la cité et décimaient sa jeunesse. Athènes avait perdu son empire après sa défaite face à Sparte. L'humiliation était encore fraîche dans tous les esprits. La confiance dans les institutions s'érodait. Les anciennes certitudes vacillaient. Les dieux semblaient silencieux. Le procès et l'exécution de Socrate en 399 avant notre ère avaient choqué les esprits éclairés. Comment la démocratie avait-elle pu condamner à mort son plus grand penseur ? Cette question hantait la génération suivante de philosophes. Dans ce monde en crise, une nouvelle école de pensée émergea. On les appelait les cyniques, du mot grec kuon, qui signifie chien. Leurs détracteurs leur donnèrent ce nom par mépris, mais ils l'adoptèrent avec fierté. Comme les chiens, ils vivaient sans pudeur, sans artifice, sans respect pour les conventions sociales. Comme les chiens, ils aboyaient contre l'hypocrisie
et mordaient les faux-semblants. Leur fondateur était Antisthène, un disciple de Socrate. Il enseignait au Cynosarge, un gymnase situé à l'extérieur des murs d'Athènes, réservé aux bâtards et aux métèques. Antisthène prônait une vie de vertu basée sur l'autosuffisance, la simplicité et le mépris des plaisirs artificiels. Il affirmait que le bonheur résidait non dans la possession de biens matériels ou dans la reconnaissance sociale, mais dans la liberté intérieure et la maîtrise de soi. Il critiquait violemment les conventions sociales, les mythes religieux et les prétentions intellectuelles des sophistes. Son enseignement attirait des marginaux, des pauvres, des étrangers, tous ceux qui se sentaient exclus de la société athénienne traditionnelle. Mais Antisthène n'était qu'un précurseur. Le véritable génie du cynisme, celui qui poussa ses principes jusqu'à leurs conséquences les plus radicales, celui qui fit de la philosophie non pas une théorie abstraite, mais un mode de vie choquant et provocateur, était un homme venu de la périphérie du monde grec, un exilé, un criminel, un scandale vivant. Diogène naquit à Sinope, une colonie grecque située sur la côte sud de la mer Noire, dans l'actuelle Turquie, probablement aux alentours de 412 ou 404 avant notre ère. Sinope était une ville prospère, un port important sur les routes commerciales reliant la Grèce à la Perse et au royaume du Pont. La ville exportait du bois, des noix, de l'huile de poisson et surtout du fer. Les habitants de Sinope avaient la réputation d'être des commerçants habiles, mais aussi des gens rudes, habitués au contact avec les barbares de l'intérieur des terres. La cité avait été fondée plusieurs siècles auparavant par des colons milésiens. Elle avait connu des périodes de domination perse, puis avait rejoint la Ligue de Délos sous l'hégémonie athénienne. Au moment de la naissance de Diogène, Sinope jouissait d'une relative indépendance, mais restait vulnérable aux pressions des puissances régionales. L'atmosphère de la ville mêlait la sophistication grecque et la rudesse frontalière. On y parlait grec, mais avec un accent marqué. On y vénérait les dieux olympiens, mais aussi des divinités locales. Les maisons étaient construites en pierre et en bois. Les rues étaient étroites et pentues, descendant vers le port où s'entassaient les navires marchands. L'odeur du poisson séché et du goudron flottait constamment dans l'air. Le cri des mouettes se mêlait aux appels des marins et des dockers. Le père de Diogène s'appelait Icésias. Il occupait une position importante dans la cité. Selon certaines sources, il était banquier et changeur de monnaie. D'autres textes affirment qu'il dirigeait ou supervisait la frappe de la monnaie de Sinope. Cette fonction était prestigieuse et lucrative. Elle impliquait la confiance des autorités civiques et un contact étroit avec les élites commerciales. La famille de Diogène appartenait donc à la bourgeoisie aisée de Sinope. Le jeune Diogène grandit probablement dans un confort relatif, éduqué selon les standards de la paideia grecque, apprenant à lire et écrire, étudiant Homère et les poètes, peut-être même recevant une formation en rhétorique et en mathématiques. Rien dans son enfance ne laissait présager le destin extraordinaire qui l'attendait. Il aurait pu devenir un citoyen respectable, succéder à son père dans ses affaires, se marier, avoir des enfants, vieillir entouré de l'estime de ses concitoyens. Mais un événement changea tout. Un scandale éclata. Les détails exacts varient selon les sources anciennes, mais toutes s'accordent sur l'essentiel. Icésias et son fils furent accusés d'avoir falsifié la monnaie de Sinope. Ils auraient altéré les pièces, réduisant leur teneur en métaux précieux ou modifiant leur poinçon. Cette accusation était extrêmement grave. La falsification de monnaie était considérée comme un crime contre la cité elle-même, une trahison de la confiance publique. Elle minait les fondements du commerce et de l'économie. La punition habituelle était la mort ou l'exil, accompagnée de la confiscation de tous les biens. Les circonstances exactes restent obscures.
Diogène lui-même donna plus tard plusieurs versions contradictoires de l'événement, peut-être par jeu, peut-être pour brouiller les pistes. Dans certains récits, il affirma avoir falsifié la monnaie sur ordre de son père. Dans d'autres, il prétendit avoir consulté l'oracle de Delphes qui lui aurait conseillé de « changer la monnaie », conseil qu'il interpréta littéralement avant de comprendre qu'il s'agissait d'une métaphore signifiant qu'il devait renverser les valeurs établies. Dans d'autres versions encore, c'était son père seul qui commit le crime, et Diogène fut exilé par association. Il est possible que toute cette histoire de falsification ait été exagérée ou même inventée par Diogène lui-même pour donner une origine dramatique à son exil. Certains historiens modernes suggèrent que le conflit fut plutôt d'ordre politique. Sinope traversait une période d'instabilité. Des factions rivales se disputaient le pouvoir. Icésias aurait pu se retrouver du mauvais côté d'un conflit politique et être contraint de fuir avec son fils. Quelle que soit la vérité, le résultat fut le même. Diogène perdit tout. Sa position sociale, sa fortune familiale, sa réputation, son avenir confortable. Il devint un apatride, un homme sans cité, errant sur les routes dangereuses de la Grèce. Pour un Grec de l'Antiquité, cette condition était proche de la mort sociale. L'identité d'un homme était inséparable de sa cité. Être citoyen d'Athènes, de Sparte ou de Corinthe définissait votre statut, vos droits, votre protection juridique, votre réseau social. Un homme sans cité n'était rien. Il n'avait aucun recours contre l'injustice, aucune protection contre la violence, aucun accès aux institutions civiques. Mais pour Diogène, cette catastrophe devint une libération. Il comprit quelque chose que peu d'hommes comprennent. Il réalisa que toutes les choses qu'il avait perdues, la richesse, le statut, la réputation, n'étaient que des illusions, des conventions arbitraires, des chaînes dorées qui l'empêchaient d'être libre. Il ne possédait plus rien, donc personne ne pouvait plus rien lui prendre. Il n'avait plus de réputation, donc il ne pouvait plus être humilié. Il n'appartenait à aucune cité, donc aucune cité ne pouvait le contraindre. Il était tombé au plus bas de l'échelle sociale, donc il était libre de dire et de faire ce que bon lui semblait. Cette révélation fut le point de départ de sa philosophie. Il décida de transformer son exil en une critique radicale de toute la société. Il ne chercherait pas à retrouver ce qu'il avait perdu. Au contraire, il rejetterait tout ce que les hommes considèrent habituellement comme désirable. Il vivrait sans maison, sans famille, sans possession, sans respect des convenances. Il deviendrait un cosmopolite, un citoyen du monde, le premier à utiliser ce terme. Il montrerait par l'exemple que l'homme n'a besoin de presque rien pour être heureux et libre. Il arracherait les masques de la civilisation et révélerait la nature humaine dans sa nudité originelle. Diogène arriva à Athènes probablement au début des années 360 avant notre ère. La ville venait de perdre la guerre sociale et son influence déclinait face à la montée de la Macédoine. Mais elle restait le centre de la vie intellectuelle grecque. Diogène chercha Antisthène et devint son élève. La tradition raconte que leur première rencontre fut difficile. Antisthène, déjà âgé et de caractère difficile, refusa d'abord d'accepter Diogène comme disciple. Il le frappa même avec son bâton pour le chasser. Mais Diogène tendit la tête et dit « Frappe, tu ne trouveras pas de bois assez dur pour m'éloigner de toi, tant que tu sembleras dire quelque chose d'utile. » Antisthène, impressionné par sa détermination, l'accepta. Mais Diogène dépassa rapidement son maître. Antisthène prêchait la simplicité, mais vivait encore d'une manière relativement conventionnelle. Il possédait une maison, portait des vêtements décents, enseignait dans un cadre établi.
Diogène poussa les principes cyniques jusqu'à leurs limites extrêmes. Il abandonna tout. Il vécut dans un pythos, une grande jarre en argile du type utilisé pour stocker le grain ou le vin. Cette jarre devint son symbole. Elle était suffisamment grande pour qu'un homme puisse s'y allonger. Diogène la plaça quelque part dans la zone publique d'Athènes, peut-être près de l'Agora ou du Métroone, le sanctuaire de la mère des dieux. Il la roulait pour la déplacer selon ses besoins ou pour se réchauffer au soleil. Cette jarre n'était pas une maison, c'était une provocation. Elle criait à tous les passants « Regardez combien peu l'homme a besoin. Regardez comme vous êtes esclaves de vos possessions. Regardez comme vous travaillez toute votre vie pour des choses inutiles. » Il réduisit ses possessions au strict minimum. Un bâton pour se défendre et pour marcher, une besace pour transporter un peu de nourriture, un manteau grossier qu'il portait doublé, utilisant la même pièce de tissu été comme hiver. Au début, il possédait aussi un bol en bois pour manger et boire. Mais un jour, il vit un enfant boire l'eau d'une fontaine dans le creux de ses mains. Diogène jeta immédiatement son bol en s'exclamant « Un enfant m'a surpassé en simplicité ». Dès lors, il but directement à la source ou dans ses mains. Il se nourrissait de ce qu'il mendiait ou trouvait, du pain dur, des olives, des oignons, des lupins, des figues séchées. Parfois, il mangeait de la viande crue, pour montrer que la cuisson n'était qu'une convention. Il buvait de l'eau ou occasionnellement du vin très dilué. Il dormait où il voulait, dans sa jarre par temps froid ou pluvieux, sur les marches des temples, sous les portiques publics. Il se lavait rarement et son corps dégageait probablement une forte odeur. Ses cheveux et sa barbe poussaient en désordre. Sa peau était brunie et durcie par l'exposition constante au soleil. Ses pieds étaient nus et calleux. Ses mains étaient rudes. Il ressemblait plus à un mendiant ou à un fou qu'à un philosophe. Et c'était exactement l'effet recherché. Il voulait choquer, il voulait provoquer, il voulait forcer les Athéniens à se poser des questions inconfortables sur leur propre mode de vie. Sa philosophie était simple en apparence, mais radicale dans ses implications. Il affirmait que le but de la vie humaine est la vertu, comprise comme la vie selon la nature. La nature nous enseigne ce dont nous avons réellement besoin. Nourriture simple, eau, abri sommaire, chaleur. Tout le reste est superflu. La civilisation nous a corrompus. Elle a créé des besoins artificiels. Nous désirons maintenant de belles maisons, des vêtements élégants, des mers raffinées, de l'or, des esclaves, du pouvoir, de la gloire. Nous passons notre vie à poursuivre ces chimères. Nous nous épuisons au travail. Nous nous soumettons à des maîtres que nous méprisons. Nous flattons ceux que nous détestons. Nous réprimons nos instincts naturels. Nous cachons notre corps comme s'il était honteux. Nous créons des lois complexes et des conventions sociales absurdes. Nous adorons des dieux que nous avons inventés. Nous construisons des prisons dorées et nous appelons cela la civilisation. Diogène rejetait tout cela. Il voulait retourner à la nature. Pas la nature idéalisée des poètes bucoliques. Non, la nature brute, animale, sans phare. Il voulait vivre comme vivent les bêtes, sans pudeur, sans artifice, sans mensonge. Les animaux ne connaissent pas la honte. Ils copulent publiquement. Ils défèquent où ils veulent. Ils ne se préoccupent pas de l'opinion d'autrui. Ils vivent dans l'instant présent. Ils prennent ce dont ils ont besoin et ignorent le reste. Ils sont libres parce qu'ils ne désirent rien d'inutile. Bien sûr, Diogène était assez intelligent pour savoir qu'un homme ne peut pas vraiment vivre comme un animal. L'homme est un animal parlant, un animal rationnel. Le langage et la raison nous séparent à jamais des bêtes. Mais nous pouvons nous en approcher.
nous pouvons éliminer tout ce qui est artificiel dans notre vie. Nous pouvons nous libérer de nos désirs superflus. Et c'est précisément ce que Diogène s'efforça de démontrer par sa vie. Il pratiquait ce qu'on pourrait appeler une ascèse inversée. Les ascètes traditionnels se privaient pour plaire aux dieux ou purifier leur âme. Diogène se privait pour prouver qu'il n'avait besoin de rien ni de personne. Son ascétisme était un acte d'orgueil et de liberté, pas d'humilité. Il se dépouillait de tout pour montrer sa supériorité sur les hommes ordinaires, ces esclaves de leurs désirs. Il cultivait systématiquement l'autosuffisance que les Grecs appelaient autarkeia. L'homme autosuffisant ne dépend de personne. Il est son propre maître. Il ne peut être ni corrompu, ni contraint. C'est l'homme le plus libre qui existe. Et pour Diogène, cette liberté valait tous les conforts de la civilisation. Mais Diogène ne se contentait pas de vivre dans la pauvreté pour donner l'exemple. Il était aussi un provocateur de génie. Il comprit que les actions choquantes étaient plus efficaces que les discours pour ébranler les certitudes des gens. Il développa ce qu'on pourrait appeler une pédagogie du scandale. Il multiplia les gestes outrageants, les déclarations blasphématoires, les comportements obscènes. Chaque action était calculée pour violer un tabou, pour briser une convention, pour forcer les témoins à questionner ce qu'ils tenaient pour acquis. Voici quelques-uns de ses gestes les plus célèbres. Il marchait à reculons sous les portiques. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Vous devriez avoir honte. C'est exactement ce que vous faites dans la vie. Vous marchez à reculons. Vous tournez le dos à la vertu. » Il entrait dans les théâtres à contre-courant, quand tout le monde sortait. On lui demandait pourquoi, il disait « C'est ce que je m'efforce de faire dans toute ma vie. » Il mendiait des statues. Quand on lui demandait pourquoi il mendiait des statues qui ne pouvaient rien lui donner, il répondait « Je m'exerce à essuyer des refus. » Il entrait dans les écoles et interrompait les leçons. Il criait aux étudiants qu'ils perdaient leur temps à apprendre des sottises. Il urinait sur les gens qu'il méprisait. Quand on protestait, il répondait « Les chiens pissent sur ce qui ne vaut rien. » Il se masturbait publiquement sur l'agora. Quand les gens s'indignaient, il disait « Si seulement il suffisait de se frotter le ventre pour ne plus avoir faim. » Cette dernière anecdote mérite qu'on s'y attarde. Elle choque encore aujourd'hui, 2300 ans plus tard. Imaginez la scène. L'agora d'Athènes, cœur de la vie publique, lieu sacré de la démocratie, espace de commerce et de conversation civilisée. Les citoyens en toge blanche discutent de politique ou de philosophie. Les marchands vendent leurs produits. Les esclaves courent porter des messages. Les enfants jouent. Et soudain, cet homme sale et dépenaillé, assis par terre, se masturbe tranquillement sous les yeux de tous. Le scandale était énorme. La sexualité devait rester dans la sphère privée. La masturbation était considérée comme une pratique honteuse, même en privé. La faire en public était impensable. C'était une insulte à la décence, à la pudeur, à la piété. Mais c'était précisément le but de Diogène. Il posait une question simple et dévastatrice. Pourquoi certains besoins naturels peuvent-ils être satisfaits en public, manger, boire, se gratter, alors que d'autres doivent être cachés? Quelle est la logique derrière cette distinction? N'est-ce pas purement arbitraire? Si j'ai faim, je mange sur l'agora, et personne ne s'offusque. Si j'ai un désir sexuel, pourquoi devrais-je me cacher? C'est aussi naturel que la faim. Plus naturel même, puisque c'est le désir qui perpétue l'espèce. En forçant les Athéniens à confronter ce tabou, Diogène révélait l'hypocrisie de leur morale sexuelle. Il montrait que la pudeur n'est qu'une convention sociale, pas une loi naturelle. Et il suggérait que peut-être,
toutes les conventions sociales sont aussi arbitraires que celles-ci. Bien entendu, beaucoup de gens le considéraient simplement comme un fou ou un obscène. Ils crachaient sur son passage. Ils le chassaient. Ils lançaient leurs chiens sur lui. Mais Diogène ne se laissait pas intimider. Au contraire, plus on l'attaquait, plus il devenait agressif. Quand des jeunes gens se moquaient de lui, il les insultait avec une créativité impressionnante. Quand on le frappait, il frappait en retour, ou restait stoïquement immobile, transformant la violence subie en victoire morale. Quand des chiens le mordaient, il disait « Même les chiens reconnaissent les leurs ». Il avait un talent particulier pour les réparties cinglantes. Un jour, quelqu'un lui jeta un os comme on le ferait pour un chien. Diogène s'approcha et urina sur lui comme ferait un chien. Un homme riche qu'il avait invité dans sa luxueuse demeure lui interdit de cracher par terre. Diogène cracha au visage de l'homme en expliquant « Je ne pouvais pas trouver un endroit plus sale ». Platon le définit comme un Socrate devenu fou. Diogène rétorqua « Oui, un Socrate qui n'a pas peur de la ciguë ». Quelqu'un lui reprocha de ne pas être né à Athènes, mais à Sinope. Il répondit « Vous êtes né avec des yeux, mais vous ne voyez rien. Je ne suis né nulle part et je vois tout. » L'épisode de la lanterne est peut-être le plus emblématique de sa méthode. En plein jour, sous un soleil éclatant, Diogène se promenait sur l'agora avec une lanterne allumée. Il scrutait les visages des passants, regardait dans les coins, se penchait comme s'il cherchait quelque chose de minuscule. Les gens s'arrêtaient, intrigués. « Que cherches-tu, Diogène » Il répondait « Je cherche un homme. »« Mais nous sommes là. Il y a des centaines d'hommes ici. » Diogène secouait la tête. « Je ne vois que des coquilles vides, des masques, des automates. Je cherche un homme véritable. Un homme qui vit selon sa nature. Un homme libre de ses désirs artificiels. Un homme qui ne ment ni à lui-même, ni aux autres. Je cherche un homme honnête. » Et il repartait avec sa lanterne, laissant derrière lui des gens troublés, vexés, obligés de se demander « Suis-je un homme véritable ? Ou ne suis-je qu'une coquille creuse, remplie de conventions sociales ?» Cette simple action théâtrale contenait toute une critique de la société. Elle suggérait que la civilisation, loin de perfectionner l'homme, l'avait dénaturé au point qu'il n'était plus vraiment humain. Elle inversait des valeurs habituelles. Dans la perspective ordinaire, c'était Diogène qui vivait comme un animal et les citoyens civilisés qui étaient pleinement humains. Diogène affirmait le contraire. Les citoyens civilisés étaient des marionnettes agitées par les ficelles de la convention sociale. Lui seul, dans sa pauvreté et sa simplicité, était vraiment un homme. Les épisodes les plus célèbres de la vie de Diogène tournent souvent autour de ses confrontations avec les puissants. Il ne respectait aucune hiérarchie sociale. Pour lui, tous les hommes étaient égaux dans leur nature fondamentale. Un esclave pouvait être plus vertueux qu'un roi. Un mendiant pouvait être plus libre qu'un aristocrate. Cette conviction le conduisit à traiter les puissants avec un mépris ouvert. Quand il croisait des hommes importants, il ne s'écartait pas de leur chemin comme le faisaient les gens ordinaires. Il les bousculait délibérément. Si on protestait, il disait « Pourquoi devrais-je m'écarter ? Cet homme occupe-t-il plus d'espace dans la nature que moi ?» Il assista une fois à une conférence d'un orateur célèbre. La salle était bondée. Tout le monde écoutait religieusement. Diogène se leva brusquement et sortit. L'orateur, vexé, demanda « Où vas-tu, Diogène ? Mon discours ne t'intéresse pas ?» Diogène répondit « Non, tu parles de vertu et de courage, mais je vois à ta façon de te tenir que tu es un lâche et un hypocrite. Pourquoi perdrais-je mon temps à écouter un homme qui ne pratique pas ce qu'il prêche ?» Un riche lui reprocha de vivre de la charité des autres. Diogène rétorqua
Tu vis du travail de tes esclaves. Moi au moins, je demande et on me donne librement. Toi, tu prends par la force et tu appelles cela la propriété. Mais la rencontre la plus célèbre de Diogène fut celle avec Alexandre le Grand. Cette rencontre est devenue légendaire, racontée et embellie au fil des siècles. Il est difficile de démêler la réalité historique de l'embellissement littéraire. Mais l'histoire contient une vérité profonde sur les deux hommes et sur leur conception opposée du pouvoir et de la liberté. Voici comment les sources anciennes racontent l'événement. Alexandre était arrivé à Corinthe en 336 avant notre ère. Il venait d'être proclamé hégémon de la Ligue de Corinthe et préparait son expédition contre la Perse. Il avait 20 ans. Il était déjà célèbre pour son courage, son intelligence et son ambition démesurée. Tous les notables de Grèce venaient lui rendre hommage, espérant gagner ses faveurs ou obtenir des postes dans son administration. Philosophes, poètes, orateurs, politiciens, généraux, tous se pressaient pour le féliciter et lui offrir leurs services. Un seul homme manquait à l'appel, Diogène. Il vivait alors à Corinthe, dans sa jarre ou dans quelque coin tranquille de la ville. Il n'avait aucune intention de se déranger pour saluer un jeune conquérant, aussi célèbre soit-il. Intrigué par cette absence, Alexandre décida d'aller lui-même rendre visite à Diogène. Il se mit en route avec sa suite, ses gardes, ses officiers, ses courtisans. Ils trouvèrent Diogène près du Cranéion, un gymnase de Corinthe. Le philosophe était étendu par terre, prenant un bain de soleil. Il était pratiquement nu, sale, les cheveux emmêlés. Il ne fit aucun mouvement quand le jeune roi s'approcha avec toute sa cour. Alexandre se planta devant lui. Diogène ne leva même pas les yeux. Alexandre, habitué au respect et à la déférence, attendit un moment. Puis il se présenta. « Je suis Alexandre, fils de Philippe, roi de Macédoine. » Diogène ne répondit pas. Alexandre continua. « On m'a beaucoup parlé de toi, Diogène. Ta sagesse est célèbre dans toute la Grèce. Je suis impressionné par ton mode de vie. Tu as atteint une liberté que peu d'hommes connaissent. » Diogène grogna quelque chose d'inaudible. Alexandre, déterminé à obtenir une réaction, fit une offre extraordinaire. « Diogène, je suis puissant. Je peux t'offrir tout ce que tu désires. Demande-moi n'importe quoi. De l'or, une maison, un poste d'honneur dans mon gouvernement, une terre. Tout ce que tu veux est à toi. Tu n'as qu'à demander. » Il y eut un long silence. Les courtisans retenaient leur souffle. Comment ce mendiant crasseux allait-il réagir à la générosité inouïe du grand roi? Allait-il se prosterner? Allait-il pleurer de gratitude? Diogène tourna enfin la tête et regarda Alexandre droit dans les yeux. Il dit simplement « Oui, il y a une chose que tu peux faire pour moi. » Alexandre sourit, triomphant. « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ?» Diogène répondit « Ôte-toi de mon soleil. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les courtisans étaient choqués. Certains murmuraient déjà qu'il fallait punir cet insolent. Comment osait-il parler ainsi au grand roi? Alexandre aurait pu se mettre en colère. Il aurait pu faire fouetter ou tuer Diogène sur le champ. Personne ne lui aurait reproché de punir un tel manque de respect. Mais Alexandre était intelligent. Il comprit immédiatement le sens profond de cette réponse. Diogène venait de lui donner une leçon. Alexandre possédait des armées, des villes, des richesses incalculables. Il était le maître de millions de vies. Mais il ne possédait pas le soleil. Il ne pouvait rien offrir à Diogène que Diogène ne possédât déjà. Diogène était parfaitement heureux avec rien. Il n'avait besoin de rien. Il ne désirait rien. Il était donc plus puissant qu'Alexandre. Car le vrai pouvoir n'est pas de posséder beaucoup, mais de n'avoir besoin de rien.
Alexandre resta un moment silencieux. Puis il se tourna vers ses courtisans et déclara : « Si je n'étais Alexandre, je voudrais être Diogène. » En retournant vers la ville, il dit à ses compagnons : « Vous pouvez vous moquer de lui, mais cet homme a compris quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous poursuivons le monde entier. Lui n'a besoin de rien, et il est libre. » Cette histoire est probablement en partie légendaire, mais elle exprime une vérité. Alexandre et Diogène représentaient deux chemins opposés vers la grandeur. Alexandre cherchait la gloire par la conquête. Il voulait étendre son pouvoir sur le monde entier. Il voulait être adoré comme un dieu. Il voulait que son nom dure éternellement. Et il réussit. Il conquit le plus grand empire que le monde eût jamais connu. Il mourut à 32 ans, épuisé par ses campagnes, probablement empoisonné, certainement alcoolique, rongé par la paranoïa et la mégalomanie. Diogène cherchait la grandeur par le dépouillement. Il voulait ne dépendre de personne. Il voulait ne rien posséder pour être véritablement libre. Il voulait vivre selon sa nature et mépriser les conventions. Et lui aussi réussit. Il vécut probablement jusqu'à 90 ans. Il mourut libre et heureux, entouré d'admirateurs et de disciples. Et son nom dura lui aussi éternellement. Qui était le plus grand ? Celui qui conquit le monde ou celui qui n'en avait pas besoin ? Mais ne nous y trompons pas. Diogène n'était pas un saint. Il n'était pas un sage serein dispensant des paroles de sagesse avec bienveillance. C'était un homme dur, agressif, souvent cruel dans ses jugements. Il insultait les gens. Il les humiliait publiquement. Il ne faisait aucun effort pour adoucir ses critiques ou ménager les sensibilités. Sa philosophie était brutale. Elle ne laissait aucune place à la tendresse, à la compassion, aux relations humaines ordinaires. Diogène rejetait l'amitié au sens conventionnel. Il affirmait que le sage n'a pas besoin d'amis, parce qu'il se suffit à lui-même. Il rejetait l'amour romantique comme une faiblesse, une perte de contrôle, une dépendance vis-à-vis d'un autre être. Il rejetait la famille. Il affirmait que les liens de sang sont des chaînes comme les autres. Un homme libre ne doit rien à ses parents ni à ses enfants. Il ne reconnaissait aucune obligation sociale. Il ne devait rien à personne. Cette vision radicale de l'autosuffisance pouvait sembler inhumaine. Et en un sens, elle l'était. Diogène voulait transcender l'humanité ordinaire. Il voulait devenir un homme naturel, c'est-à-dire un homme qui aurait éliminé tout ce qui est artificiel dans la condition humaine. Mais l'humanité elle-même est en grande partie artificielle. Nous sommes des animaux sociaux. Notre nature nous pousse à vivre en groupe, à former des liens, à coopérer. Le langage, la culture, la morale, tout cela fait partie de notre nature. En voulant retourner à une nature pure, Diogène se condamnait à une solitude fondamentale. Et pourtant, malgré sa philosophie de l'autosuffisance, Diogène attirait des disciples. Des jeunes gens fascinés par sa liberté, choqués par ses provocations, mais aussi séduits par sa cohérence, venaient étudier avec lui. Il n'avait pas d'école au sens formel. Il n'enseignait pas dans un lieu précis. Il n'avait pas de programme établi. Mais il était toujours disponible sur l'agora ou dans les lieux publics. Il discutait avec qui voulait, il répondait aux questions, il critiquait, il provoquait. Son enseignement se faisait par l'exemple et par le dialogue socratique. Comme Socrate, il posait des questions qui déstabilisaient les certitudes. Mais contrairement à Socrate, il ne cherchait pas à accoucher les esprits de leurs idées. Il cherchait plutôt à détruire les illusions. Il voulait briser les chaînes mentales qui emprisonnaient les gens.
Ses disciples devaient apprendre à vivre sans rien, à affronter le mépris public, à violer les tabous sociaux. C'était une éducation par l'humiliation volontaire. Ceux qui ne tenaient pas le coup abandonnaient rapidement. Ceux qui persistaient devenaient des cyniques endurcis, capables de supporter n'importe quelle adversité. Le plus célèbre disciple de Diogène fut Cratès de Thèbes. Cratès venait d'une famille riche. Il hérita d'une fortune considérable. Mais après avoir rencontré Diogène, il fut tellement impressionné qu'il décida d'adopter le mode de vie cynique. Il distribua toute sa fortune aux citoyens de Thèbes. Il abandonna sa belle maison, ses vêtements élégants, ses esclaves, tout son confort. Il se vêtit d'un manteau grossier et partit vivre dans la rue comme un mendiant. Sa famille fut horrifiée. Ils essayèrent de le raisonner. Ils envoyèrent des amis pour le convaincre de revenir. Un athlète célèbre fut même chargé de le ramener de force si nécessaire. Mais quand l'athlète trouva Cratès et essaya de le convaincre d'abandonner cette folie, Cratès lui tint un discours si puissant sur la liberté et le bonheur véritable que l'athlète lui-même fut converti et devint cynique. Cratès vécut jusqu'à un âge avancé. Il était aimé et respecté à Athènes. Les gens l'appelaient « celui qui ouvre les portes », parce qu'il entrait librement dans toutes les maisons et que personne ne le chassait. Il prodiguait des conseils, réconciliait les familles en conflit, enseignait aux enfants. Il représentait une version plus douce et plus humaine du cynisme. Il avait appris de Diogène la liberté et l'autosuffisance, mais il y avait ajouté de la bienveillance. Cratès se maria même avec Hipparchia, une jeune femme de bonne famille qui, elle aussi, avait été séduite par la philosophie cynique. Elle abandonna tout pour vivre avec lui dans la pauvreté. Ils formèrent le couple le plus célèbre de l'Antiquité philosophique. Ils vivaient et philosophaient ensemble en public, violant ainsi un autre tabou, celui de la séparation des sexes dans la vie intellectuelle. Diogène lui-même n'eut jamais de relation stable avec une femme. Il affirmait que le mariage était une convention inutile. Il prônait la communauté des femmes, une idée scandaleuse à l'époque. Selon lui, l'amour et le sexe devaient être libres. Les femmes et les hommes devaient pouvoir s'unir selon leurs désirs mutuels, sans contrat, sans cérémonie, sans propriété de l'un sur l'autre. Les enfants devraient être élevés en commun par la communauté. Ces idées préfiguraient certaines utopies modernes, mais elles choquaient profondément les Grecs de l'époque. La famille était le fondement de la société. Remettre en question le mariage, c'était remettre en question tout l'ordre social. Diogène allait plus loin encore. Il affirmait que l'inceste et le cannibalisme n'étaient des crimes que par convention. Il argumentait qu'en regardant la nature, on voyait des animaux s'accoupler sans considération de lien de parenté. Dans certaines sociétés humaines, ce que les Grecs considéraient comme incestueux était normal. Donc, ces interdits n'étaient pas naturels, mais culturels. Même argument pour le cannibalisme. Si un corps est mort, quelle différence y a-t-il entre l'enterrer ou le manger ? Les vers le mangeront de toute façon. C'est seulement notre sentiment de dégoût qui nous en empêche. Et ce sentiment est culturel, pas naturel. Ces positions extrêmes doivent être comprises dans leur contexte rhétorique. Diogène ne prônait pas réellement le cannibalisme ou l'inceste. Il utilisait ces exemples provocateurs pour forcer ses interlocuteurs à réfléchir au fondement de leur morale. Pourquoi certaines choses nous semblent-elles moralement évidentes ? Est-ce parce qu'elles sont vraiment universelles et naturelles ? Ou simplement parce que nous avons été éduqués dans une culture particulière ? Et si c'est le cas, pourquoi devrions-nous nous soumettre aveuglément aux conventions de notre culture ? Ne devrions-nous pas les examiner rationnellement et n'accepter que celles qui ont un fondement solide ? Cette méthode d'argumentation par l'absurde était typique de Diogène.
Il prenait une position extrême pour obliger son adversaire à clarifier et défendre sa propre position. C'était une forme de maïeutique socratique, mais plus agressive et plus déstabilisante. Socrate menait ses interlocuteurs à reconnaître leur ignorance. Diogène les menait à reconnaître l'arbitraire de leurs convictions. Les deux méthodes visaient la même fin, la liberté de l'esprit par l'examen critique. Mais Diogène ajoutait une dimension physique et comportementale. Il ne se contentait pas de discuter, il incarnait sa philosophie. Il la vivait jour après jour, sous les yeux de tous. Cette cohérence entre théorie et pratique était sa force principale. Beaucoup de philosophes prêchaient la vertu et la maîtrise de soi, mais vivaient confortablement. Diogène prêchait la pauvreté et vivait dans une jarre. Cette intégrité lui donnait une autorité morale que même ses ennemis devaient reconnaître. Le cynisme de Diogène avait aussi une dimension politique radicale. En rejetant les conventions sociales, il rejetait implicitement l'ordre politique établi. Il était cosmopolite, citoyen du monde, ce qui signifiait qu'il ne reconnaissait l'autorité d'aucune cité particulière. Il critiquait toutes les formes de gouvernement. La démocratie athénienne ? Une farce. Les démagogues manipulaient la foule ignorante. Les décisions étaient prises par ceux qui criaient le plus fort, pas par les plus sages. L'oligarchie ? Une exploitation éhontée des pauvres par les riches. La tyrannie ? Une forme brutale, mais au moins honnête, d'oppression. Toutes les formes de gouvernement se réduisaient à la domination de certains hommes sur d'autres. Cette domination était intrinsèquement illégitime. L'homme naturel ne reconnaît aucun maître. Il obéit aux lois de la nature, pas aux lois humaines. Les lois humaines sont des instruments de pouvoir déguisés en principes moraux. Diogène allait jusqu'à remettre en question la propriété privée. Si la terre appartient à tous par nature, comment un homme peut-il prétendre qu'un champ est à lui ? Uniquement par la force ou par la loi, qui est une forme collective de force. La propriété est donc un vol légalisé. Cette idée, que Proudhon reprendra 2000 ans plus tard, était déjà présente chez Diogène. Il ne proposait pas de système alternatif. Il n'était pas un révolutionnaire au sens politique. Il ne voulait pas renverser des gouvernements ou redistribuer les richesses. Il voulait simplement que les individus se libèrent mentalement de leur soumission au système. Si suffisamment de gens vivaient comme lui, les systèmes de pouvoir s'effondreraient d'eux-mêmes, faute de participants. Cette position anarchiste avant la lettre avait des implications dangereuses. Diogène vécut à une époque où Athènes était encore traumatisée par la défaite face à Sparte et par les brèves tyrannies qui avaient suivi. La stabilité politique était fragile. Les autorités étaient nerveuses. Elles voyaient des menaces partout. Diogène aurait pu être arrêté et condamné comme Socrate l'avait été. Pourquoi ne le fut-il pas ? Plusieurs raisons. D'abord, il ne s'impliquait pas directement dans la politique. Il ne formait pas de faction. Il ne complotait pas. Il ne cherchait pas à renverser le gouvernement. Il se contentait de critiquer et de vivre différemment. Ensuite, il avait quelque chose que Socrate n'avait pas, l'humour. Socrate irritait les gens par son ironie mordante et son insistance à les réfuter. Diogène les faisait rire même en les insultant. Ses provocations étaient si outrageuses qu'elles devenaient comiques. Il était un fou sacré, un bouffon philosophique. Les Athéniens le trouvaient divertissant. Ils venaient le voir comme on va au théâtre. Enfin, et peut-être surtout, Diogène ne corrompait pas la jeunesse au sens où Socrate fut accusé de le faire. Ses disciples choisissaient librement de le suivre. Ils abandonnaient leurs privilèges et vivaient comme des mendiants. Cela ne plaisait pas à leur famille, mais ce n'était pas un crime. Et il ne forçait personne. Il était même plutôt décourageant envers ceux qui voulaient devenir ses disciples.
il leur montrait la dureté de la vie cynique. Beaucoup renonçaient rapidement. Seuls les plus déterminés persistaient. Un épisode célèbre illustre son attitude envers ses disciples. Un jour, un jeune homme de bonne famille vint le voir et lui dit qu'il voulait étudier la philosophie avec lui. Diogène lui demanda « Peux-tu supporter la pauvreté ?» Le jeune homme assura que oui. « Peux-tu supporter le mépris public ?» Oui. « Peux-tu supporter les insultes et les coups ?» Oui. « Peux-tu vivre sans maison, sans serviteur, sans aucun confort ?» Oui, oui. Le jeune homme était prêt à tout. Diogène le regarda longuement. Puis il prit un gros poisson pourri et le tendit au jeune homme en lui disant « Porte ce poisson à travers l'agora. » Le jeune homme prit le poisson, dégoûté mais déterminé. Il commença à traverser la place du marché. Le poisson puait. Les gens riaient, se moquaient, se bouchaient le nez. Le jeune homme rougit, accéléra le pas. La honte l'envahit. Finalement, il jeta le poisson et s'enfuit en courant. Diogène le regarda partir et dit à ceux qui l'entouraient « Un poisson pourri a brisé son amour pour la philosophie. » Le message était clair. Si tu ne peux même pas supporter d'être ridicule en portant un poisson, comment supporteras-tu la vie d'un cynique ? Il ne suffit pas de dire qu'on est prêt à renoncer aux conventions. Il faut le prouver par l'action. Et l'action la plus difficile est de supporter le jugement social, le mépris, le rire des autres. C'est cela qui enchaîne la plupart des hommes. Nous sommes esclaves du regard d'autrui. Nous voulons être respectés, admirés, aimés. Nous adaptons notre comportement pour plaire aux autres. Cette dépendance vis-à-vis de l'opinion nous prive de toute liberté authentique. Diogène pratiquait systématiquement ce qu'il appelait ascésis, l'entraînement. Il s'endurcissait volontairement aux difficultés. En hiver, il étreignait des statues couvertes de neige pour s'habituer au froid. En été, il roulait sa jarre sur le sable brûlant de l'agora. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Je vois tout le monde s'entraîner pour des choses inutiles. Les athlètes s'entraînent pour gagner des couronnes qui se faneront. Les soldats s'entraînent pour tuer et être tués. Moi, je m'entraîne pour la chose la plus importante. Être libre et heureux, quelles que soient les circonstances. » Cette pratique de l'endurcissement volontaire préfigurait le stoïcisme. Les stoïciens, qui vinrent après les cyniques, adoptèrent cette méthode. Ils s'entraînaient à supporter les privations pour ne pas en avoir peur. Ils méditaient sur les pires catastrophes possibles pour se préparer mentalement. Ainsi, quand le malheur survenait, ils étaient prêts. Mais il y avait une différence importante entre cyniques et stoïciens. Les stoïciens cherchaient la tranquillité intérieure. Ils voulaient être sages et sereins. Les cyniques cherchaient la liberté par la provocation. Ils voulaient être indépendants et choquants. Les stoïciens acceptaient de participer à la société tout en restant intérieurement détachés. Les cyniques rejetaient la société et le montraient ostensiblement. Les stoïciens pouvaient être des hommes d'État, comme Marc Aurèle. Les cyniques ne pouvaient être que des marginaux. Diogène vécut probablement jusqu'à un âge très avancé. Les sources anciennes ne s'accordent pas sur la date et les circonstances de sa mort. Selon certaines versions, il mourut en 323 avant notre ère, la même année qu'Alexandre le Grand, à 90 ans. D'autres sources donnent des dates différentes. Les récits de sa mort sont nombreux et contradictoires. Selon une version, il mourut de vieillesse à Corinthe, entouré de disciples. Selon une autre, il mourut de colique après avoir mangé un poulpe cru pour prouver qu'on pouvait manger de la viande sans la cuire. Une troisième version raconte qu'il retint volontairement sa respiration pour se suicider, considérant qu'il avait assez vécu. Cette dernière version, probablement apocryphe, correspond bien à son caractère. Diogène aurait effectivement été capable de choisir le moment et le mode de sa mort
pour maintenir sa cohérence philosophique jusqu'au bout. Ce qui est certain, c'est qu'il fut enterré avec de grands honneurs à Corinthe, malgré sa vie de marginal. Les citoyens de Corinthe érigèrent une colonne sur sa tombe, surmontée d'un chien en marbre de Paros. L'inscription disait simplement « Même le bronze vieillit avec le temps, mais ta gloire, Diogène, restera intacte pour l'éternité. Car tu as montré aux mortels le chemin de la vie autosuffisante et le sentier le plus facile à parcourir. » Cette reconnaissance posthume peut sembler ironique. Diogène avait passé sa vie à rejeter les honneurs et la gloire. Il se moquait des monuments funéraires et des inscriptions. Il aurait probablement ri de cette colonne et de cette épitaphe. Mais elle révèle quelque chose d'important. Malgré son rejet radical des conventions, ou peut-être à cause de lui, Diogène avait gagné le respect même de ceux qu'il critiquait. Il y avait quelque chose dans son intégrité brutale, dans sa cohérence inflexible entre ses paroles et ses actes, qui forçait l'admiration. Les gens pouvaient trouver ses méthodes choquantes, son comportement répugnant, ses idées dangereuses. Mais ils ne pouvaient pas l'accuser d'hypocrisie. Il avait vécu exactement comme il prêchait. Il n'avait fait aucune concession. Il n'avait trahi aucun de ses principes. Dans un monde rempli d'hypocrites qui prêchaient une chose et en pratiquaient une autre, cette cohérence était rafraîchissante. Elle donnait à Diogène une autorité morale que même ses détracteurs devaient reconnaître. Il était le contraire des sophistes qui vendaient leur rhétorique aux plus offrants. Il était le contraire des philosophes qui enseignaient la vertu depuis le confort de leurs écoles bien dotées. Il était même le contraire de Socrate, qui, malgré sa pauvreté relative, était marié, avait des enfants, participait aux affaires de la cité. Diogène était allé plus loin que quiconque dans le dépouillement et la liberté. Après sa mort, le cynisme continua. Ses disciples et les disciples de ses disciples perpétuèrent la tradition pendant des siècles. À l'époque romaine, les cyniques erraient encore dans les villes de l'Empire, reconnaissables à leurs bâtons, leurs besaces et leurs manteaux grossiers. Ils prêchaient dans les rues, insultaient les passants, vivaient de mendicité. Certains étaient de véritables philosophes, d'autres n'étaient que des mendiants qui utilisaient le cynisme comme prétexte. La frontière entre philosophie et vagabondage devint floue. Les cyniques acquirent mauvaise réputation. On les associait à la saleté, à l'obscénité, à l'ivrognerie. Les autorités romaines les voyaient d'un mauvais œil. Ils représentaient un élément subversif, impossible à contrôler, critiquant ouvertement le pouvoir, refusant de s'intégrer dans l'ordre social. Certains empereurs les chassèrent de Rome. Vespasien bannit tous les philosophes, cyniques compris. Mais ils revenaient toujours. Ils étaient comme des mauvaises herbes. On les arrachait et ils repoussaient. Car tant qu'il y aurait de l'hypocrisie sociale, des conventions absurdes, des inégalités criantes, il y aurait des gens attirés par le message cynique de liberté radicale. Les stoïciens, qui devinrent l'école philosophique dominante de l'époque romaine, reconnaissaient leur dette envers les cyniques. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, avait été profondément influencé par Cratès, le disciple de Diogène. Le stoïcisme adoucit et systématisa les intuitions cyniques. Il garda l'idée d'autosuffisance, l'entraînement à l'adversité, le mépris des biens extérieurs. Mais il abandonna les provocations scandaleuses et l'associabilité. Les stoïciens pouvaient être des citoyens respectables tout en restant philosophes. C'est pourquoi le stoïcisme connut un succès bien plus large que le cynisme. Un empereur comme Marc Aurèle pouvait être stoïcien. Il ne pouvait pas être cynique. Le stoïcisme était socialement acceptable. Le cynisme ne l'était pas. Mais cette acceptabilité se payait au prix d'une certaine domestication. Les stoïciens risquaient de devenir des hypocrites, prêchant le détachement tout en jouissant de leur richesse et de leur pouvoir. Les cyniques, eux, ne risquaient pas cela. Leur pauvreté réelle garantissait leur cohérence. C'était leur force et leurs limites.
Il pouvait inspirer, mais il ne pouvait pas gouverner. Il pouvait critiquer, mais il ne pouvait pas construire. Le christianisme primitif fut également influencé par le cynisme. Jésus lui-même, tel qu'il est présenté dans les évangiles, ressemble à certains égards à un cynique. Il vivait sans domicile fixe. Il prêchait une morale radicale de renoncement aux biens matériels. Il critiquait violemment les hypocrites et les puissants. Il disait que les renards ont des tanières et les oiseaux des nids, mais que le Fils de l'homme n'avait pas où poser sa tête. Il envoyait ses disciples sur les routes sans argent, sans besace, comptant sur l'hospitalité des gens. Ces parallèles ont été notés depuis l'Antiquité. Certains pères de l'Église admiraient les cyniques et voyaient en eux des précurseurs du christianisme. D'autres les rejetaient comme des païens immoraux. La différence principale était que Jésus prêchait l'amour du prochain et l'espoir de la rédemption, tandis que Diogène prêchait l'autosuffisance et le mépris des autres. Jésus voulait sauver l'humanité. Diogène voulait s'en échapper. Mais les deux partageaient une critique radicale de la société établie et un mode de vie marginal. Les moines chrétiens, particulièrement les ermites du désert, adoptèrent des pratiques ascétiques qui rappelaient l'ascésis cynique. Ils se retiraient du monde, vivaient dans des grottes ou sur des colonnes, se privaient de tout confort, s'entraînaient à supporter les privations. La différence était encore une fois la motivation. Les moines cherchaient l'union avec Dieu. Les cyniques cherchaient la liberté de l'homme. Mais les méthodes étaient similaires. Au fil des siècles, Diogène devint une figure légendaire. Ses anecdotes furent recueillies, embellies, multipliées. Il devint un personnage littéraire autant qu'historique. Chaque époque réinventa son Diogène selon ses besoins. Pour les satiristes romains, il était un modèle de franchise brutale. Pour les moralistes chrétiens, il était soit un exemple de vertu païenne, soit un exemple de vice cynique, selon leur perspective. Pour les humanistes de la Renaissance, il était un sage antique à redécouvrir. Érasme écrivit l'Éloge de la folie, où il louait les fous comme Diogène, qui disent la vérité que personne n'ose entendre. Montaigne admira Diogène et le cita fréquemment dans ses essais. Il aimait son indépendance d'esprit, son refus des conventions, son mépris de l'opinion. Au XVIIIe siècle, les Lumières redécouvrirent Diogène. Diderot lui consacra un dialogue. Rousseau fut influencé par sa critique de la civilisation et son idéal de retour à la nature, même si Rousseau était beaucoup plus sentimental et moins brutal que Diogène. Au XIXe siècle, Nietzsche admira les cyniques comme des précurseurs de sa propre philosophie de la vie. Il aimait leur courage, leur refus du ressentiment, leur affirmation de la vie dans sa crudité. Au XXe siècle, Diogène inspira divers mouvements de contestation. Les anarchistes virent en lui un ancêtre. Il avait rejeté toute autorité, vécu en marge de la société, critiqué toutes les formes de pouvoir. Les hippies des années 60 adoptèrent un mode de vie qui rappelait le cynisme. Ils rejetaient le matérialisme, vivaient en communauté ou sur la route, provoquaient les conventions bourgeoises, prônaient le retour à la nature. La ressemblance n'était pas fortuite. Ils lisaient Diogène et les cyniques. Ils voyaient en eux des précurseurs de leur propre révolte contre la société de consommation. Plus récemment, Diogène a été récupéré par les philosophes postmodernes. Foucault analysa le cynisme comme une forme de parésia, de franc-parler, un courage de la vérité qui met sa vie en jeu pour dire ce que personne ne veut entendre. Sloterdijk écrivit une critique de la raison cynique
où il opposait le cynisme ancien, qui était une philosophie de la sincérité brutale, au cynisme moderne, qui est une attitude de désabusement ironique et de compromission. Le cynique ancien disait la vérité au risque de sa vie. Le cynique moderne sait que tout est mensonge et en profite pour son avantage personnel. Mais au-delà de ces récupérations diverses, que reste-t-il de Diogène aujourd'hui ? Que peut nous dire un philosophe qui vivait dans une jarre il y a 2300 ans ? Sa philosophie est-elle encore pertinente ? Ou n'est-elle qu'une curiosité historique, un exemple extrême d'ascétisme qui ne peut séduire que quelques marginaux ? Il faut reconnaître que nous ne pouvons pas vivre comme Diogène. Nos sociétés sont trop complexes, trop interconnectées. Nous dépendons de systèmes gigantesques pour notre survie. Eau courante, électricité, Internet, système de santé, tout cela nous est indispensable. Nous ne pouvons pas simplement rejeter la civilisation et vivre dans la rue en mendiant. Ce serait non seulement inconfortable, mais aussi dangereux. Les sans-abri de nos villes ne sont pas des philosophes libres. Ils sont des victimes d'un système économique brutal. Romanticiser la pauvreté quand on a le choix est obscène quand tant de gens la subissent sans l'avoir choisie. Diogène avait choisi sa pauvreté. C'était une ascèse volontaire, un exercice de liberté. La pauvreté subie n'a rien de libérateur. Elle est une forme d'oppression. Donc, nous ne pouvons pas littéralement imiter Diogène. Mais pouvons-nous nous inspirer de son esprit ? Je crois que oui. Le message essentiel de Diogène reste pertinent. Il nous rappelle que nous sommes esclaves de nos désirs artificiels. Nous travaillons toute notre vie pour acheter des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Nous nous endettons pour avoir une plus grande maison, une voiture plus récente, des vêtements de marque, des gadgets électroniques. Nous passons nos journées enfermés dans des bureaux à faire des tâches qui nous semblent souvent absurdes. Nous supportons des chefs que nous méprisons. Nous flattons des collègues que nous n'aimons pas. Nous jouons des rôles sociaux qui nous épuisent. Nous cachons nos vraies pensées et nos vrais sentiments par peur du jugement. Nous postons sur les réseaux sociaux des versions idéalisées de notre vie pour gagner l'approbation de gens que nous connaissons à peine. Nous sommes obsédés par notre apparence, par notre statut, par notre réputation. Nous avons peur de vieillir, de mourir, d'être oubliés. Nous accumulons des biens matériels comme si nous pouvions les emporter dans la tombe. Nous vivons pour l'avenir. Nous nous sacrifions aujourd'hui pour un bonheur hypothétique demain. Demain, je serai riche. Demain, je serai heureux. Demain, je vivrai vraiment. Mais demain ne vient jamais. La vie passe pendant que nous attendons. Diogène nous dit « Arrêtez, regardez ce dont vous avez réellement besoin. Pas ce que la publicité vous dit de désirer, pas ce que vos voisins possèdent. De quoi avez-vous vraiment besoin pour être heureux ? Probablement beaucoup moins que vous ne le pensez. Il y a une expérience que certaines personnes font. Elles perdent tout. Un incendie détruit leur maison. Une maladie les ruine. Un divorce les laisse sans rien. Un accident les handicape. Et parfois, après le choc initial, après le deuil de ce qu'elles ont perdu, elles découvrent une liberté inattendue. Elles réalisent que toutes ces choses qu'elles possédaient, les possédaient en retour. Elles passaient leur temps à les entretenir, à les protéger, à s'en inquiéter. Maintenant qu'elles n'ont plus rien, elles sont libres. Elles doivent reconstruire leur vie à partir de zéro. Et elles peuvent choisir ce qui compte vraiment. C'est l'expérience que Diogène fit volontairement. Il perdit tout quand il fut exilé de Sinope. Mais au lieu de pleurer cette perte, il la transforma en libération. Il comprit qu'il pouvait vivre avec presque rien et être plus heureux que les riches. Cette leçon est particulièrement pertinente aujourd'hui, à l'époque du changement climatique et de la surconsommation. Nous savons que notre mode de vie actuel est insoutenable. Nous détruisons la planète par notre consommation effrénée. Nous épuisons les ressources, polluons l'air et l'eau,
provoquons l'extinction d'innombrables espèces. Et pourquoi ? Pour avoir un peu plus de confort, un peu plus de divertissement, un peu plus de statut. Est-ce que ça en vaut la peine ? Diogène nous montrerait que non. Il nous montrerait que nous pouvons vivre beaucoup plus simplement et être plus heureux. Que la frugalité n'est pas une privation, mais une libération. Diogène nous rappelle aussi l'importance du franc-parler. Dans nos sociétés hyper correctes, où chaque mot est pesé, où tout le monde a peur d'offenser, où le politiquement correct étouffe le débat sincère, Diogène serait rafraîchissant. Il dirait ce que tout le monde pense, mais n'ose pas dire. Il nommerait les hypocrisies. Il dénoncerait les mensonges convenus. Il se moquerait des conventions absurdes. Bien sûr, il serait immédiatement banni de Twitter et Facebook. Il serait traîné devant les tribunaux pour outrage public. Il serait dénoncé dans les médias. Mais peut-être que certaines personnes l'écouteraient. Peut-être que certaines personnes réaliseraient que l'empereur est nu, que nos conventions sont ridicules, que nous nous mentons à nous-mêmes collectivement. Le franc-parler de Diogène n'était pas gratuit. Il servait un but philosophique. Il voulait briser les illusions, forcer les gens à penser par eux-mêmes, les libérer du conformisme. C'est quelque chose dont nous avons toujours besoin. Peut-être plus que jamais, à l'ère des chambres d'écho et des bulles de filtre, où chacun ne voit que ce qui confirme ses préjugés. Diogène nous oblige à sortir de notre zone de confort intellectuel. Il nous provoque, il nous choque, et c'est salutaire. Enfin, Diogène nous rappelle que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Les stoïciens ont développé cette idée de manière plus systématique, mais ils l'ont prise au cynique. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive. Nous contrôlons seulement notre réaction à ce qui nous arrive. Diogène n'avait rien, mais il était heureux. Plus heureux que les rois et les riches qui s'inquiétaient constamment de perdre ce qu'ils possédaient. Il avait atteint l'ataraxie, cette paix intérieure que tous les philosophes antiques recherchaient. Il l'avait atteinte par le dépouillement total et l'indépendance absolue. Ce n'est pas la seule voie vers le bonheur, mais c'est une voie possible, et elle a l'avantage d'être accessible à tous. Pas besoin d'être riche, cultivé, bien né pour suivre Diogène. Il faut juste du courage. Le courage d'affronter le mépris social, le courage de renoncer au confort, le courage de vivre selon ses principes même si tout le monde vous prend pour un fou. C'est un courage rare. La plupart des gens préfèrent la sécurité à la liberté. Ils préfèrent le confort à la cohérence. Ils préfèrent l'approbation sociale à l'intégrité personnelle. Ce sont des choix légitimes. Mais il est bon de savoir qu'il existe une alternative, que quelqu'un a montré qu'on peut vivre autrement, que la liberté totale est possible, même si elle a un prix. Diogène ne nous donne pas de réponse facile. Il ne nous propose pas de système politique à adopter, ni de règles morales à suivre. Il ne fonde pas de religion. Il ne promet pas le salut. Il nous montre simplement un mode de vie alternatif. Il nous provoque à questionner nos évidences. Il nous défie de vivre selon nos principes. Il nous invite à être cohérents entre nos paroles et nos actes. C'est peut-être son plus grand héritage. Dans un monde rempli d'hypocrisie, dans une époque où les politiciens promettent une chose et font le contraire, où les entreprises prêchent la responsabilité sociale tout en détruisant l'environnement, où les célébrités prônent la simplicité depuis leur villa luxueuse, où chacun projette sur les réseaux sociaux une image parfaite qui cache une réalité médiocre, Diogène nous rappelle la valeur de l'authenticité. Être vraiment soi-même. Dire ce qu'on pense. Vivre selon ses valeurs. Ne pas jouer de rôle. Ne pas porter de masque. Ne pas mentir aux autres ni à soi-même. C'est simple en théorie. C'est terriblement difficile en pratique. Cela demande un courage que peu d'entre nous possèdent.
Diogène le possédait. C'est pourquoi, malgré toutes ses provocations choquantes, malgré son ascétisme extrême, malgré son mépris pour l'humanité ordinaire, il reste une figure fascinante et inspirante. Son influence s'étend bien au-delà de la philosophie académique. Il a inspiré des artistes, des écrivains, des révolutionnaires, des marginaux de toutes sortes. Chaque époque trouve en lui ce qu'elle cherche. Les romantiques y voyaient un rebelle contre la société. Les existentialistes y voyaient un homme qui créait son essence par ses actes. Les anarchistes y voyaient un précurseur de leur idéal de société sans État. Les écologistes y voient un prophète de la décroissance. Les minimalistes y voient un exemple de vie simple. Les punks y voient un provocateur qui brisait les tabous. Toutes ces interprétations contiennent une part de vérité. Diogène était tout cela à la fois. Il était un rebelle, un créateur, un anarchiste, un écologiste avant la lettre, un minimaliste, un provocateur. Mais il était aussi autre chose. Il était un philosophe au sens le plus profond du terme. Quelqu'un qui a consacré sa vie entière à la recherche de la sagesse et de la liberté. Quelqu'un qui a poussé une idée jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes sans se soucier des conséquences sociales. Quelqu'un qui a vécu sa philosophie au lieu de simplement l'enseigner. Dans l'histoire de la philosophie occidentale, il y a eu de nombreux penseurs brillants. Platon avec sa théorie des idées, Aristote avec son système encyclopédique, Descartes avec son doute méthodique, Kant avec ses critiques, Hegel avec sa dialectique. Tous ont construit des systèmes impressionnants. Mais combien d'entre eux ont vraiment vécu selon leur philosophie ? Platon rêvait d'une république idéale gouvernée par des philosophes rois, mais il vécut confortablement à Athènes en enseignant à l'académie. Aristote enseignait que la vertu est le milieu entre deux extrêmes, mais il possédait des esclaves et vécut richement grâce à sa position de précepteur d'Alexandre. Les philosophes modernes sont des professeurs d'université qui écrivent des livres et donnent des conférences. Ils mènent des vies bourgeoises tout à fait conventionnelles. Il n'y a rien de mal à cela. Mais il y a quelque chose de spécial chez un philosophe qui incarne réellement sa philosophie. Diogène était ce genre de philosophe. Il ne faisait pas que penser et enseigner la liberté. Il était libre. Il ne prêchait pas seulement la simplicité. Il vivait simplement. Il ne discutait pas seulement de l'autosuffisance. Il était autosuffisant. Cette cohérence totale entre théorie et pratique est extraordinairement rare. C'est pourquoi Diogène a traversé les siècles. Non pas parce qu'il a écrit de grands livres, il n'en a écrit aucun. Non pas parce qu'il a fondé une école influente, le cynisme est resté marginal. Mais parce qu'il a incarné un idéal de liberté absolue que beaucoup admirent, mais que presque personne n'ose poursuivre. Il y a quelque chose de terrifiant dans la liberté que Diogène représente. C'est une liberté sans filet de sécurité. Une liberté qui demande de tout abandonner. La plupart d'entre nous ne voulons pas vraiment être libres à ce point. Nous voulons un compromis. Un peu de liberté, mais aussi un peu de sécurité. Un peu d'authenticité, mais aussi un peu de conformité sociale. Un peu d'indépendance, mais aussi un peu d'appartenance. Nous voulons être nous-mêmes, mais pas au point d'être rejetés par tout le monde. Nous voulons vivre selon nos principes, mais pas au point de sacrifier tout confort. Ces compromis sont humains et compréhensibles, mais ils viennent avec un coût. Le coût de l'inauthenticité partielle, le coût de la soumission partielle, le coût du mensonge partiel. Nous vivons des vies qui ne sont ni complètement libres, ni complètement asservies, ni complètement authentiques, ni complètement factices. Des vies de demi-mesure. Diogène refusait les demi-mesures. Il voulait la liberté totale ou rien. Il l'a obtenue. Et il a payé le prix.
le prix de la marginalité, de l'inconfort constant, de la solitude fondamentale. Valait-il la peine de payer ce prix ? Diogène aurait répondu oui sans hésiter. Mais chacun doit répondre à cette question pour lui-même. Ce qui est fascinant, c'est que Diogène continue de nous questionner 2 millénaires après sa mort. Sa vie pose des questions que nous ne pouvons pas éviter. Qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie ? Le bonheur ou le confort ? La liberté ou la sécurité ? L'authenticité ou l'acceptation sociale ? La cohérence avec nos principes ou l'adaptation aux circonstances ? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles varient selon les personnes et les circonstances. Mais elles méritent d'être posées. Et Diogène les pose de manière si radicale qu'on ne peut pas les ignorer. Il nous force à examiner nos vies, à reconnaître nos compromis, à admettre nos hypocrisies. Ce n'est pas confortable, c'est même douloureux. Mais c'est nécessaire si nous voulons vivre consciemment plutôt que de dériver dans le conformisme. Diogène est comme un miroir brutal qui nous montre ce que nous sommes vraiment. Des esclaves de nos désirs, de nos peurs, de l'opinion d'autrui. Ce miroir est dérangeant. La plupart des gens préfèrent détourner le regard. Mais ceux qui ont le courage de se regarder honnêtement peuvent commencer à se libérer. La philosophie de Diogène n'est pas pour tout le monde. Elle est trop extrême, trop austère, trop asociale. Mais même si nous ne pouvons pas ou ne voulons pas vivre comme lui, nous pouvons nous inspirer de son esprit. Nous pouvons simplifier nos vies. Nous pouvons réduire nos besoins. Nous pouvons nous libérer de quelques-uns de nos désirs artificiels. Nous pouvons dire la vérité plus souvent, même quand c'est inconfortable. Nous pouvons remettre en question les conventions qui nous semblent absurdes. Nous pouvons vivre un peu plus authentiquement. Nous pouvons nous entraîner à supporter l'inconfort et l'adversité. Nous pouvons cultiver l'autosuffisance dans la mesure du possible. Nous ne serons jamais totalement libres comme Diogène prétendait l'être. Mais nous pouvons être un peu plus libres qu'hier, et c'est déjà quelque chose. Diogène nous montre la direction, même si nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout du chemin. Il est comme une étoile polaire. On ne l'atteint jamais, mais elle nous guide dans la bonne direction. Au final, l'histoire de Diogène est l'histoire d'un homme qui a refusé d'accepter le monde tel qu'il était. Il a vu les conventions sociales comme des chaînes. Il a vu la civilisation comme une prison dorée. Il a vu les désirs humains ordinaires comme des obstacles au bonheur véritable. Et il a décidé de se libérer de tout cela par un acte de volonté radical. Il s'est dépouillé de tout ce qui n'était pas strictement nécessaire. Il s'est exposé au mépris public pour s'endurcir contre la peur du jugement. Il a violé tous les tabous pour montrer qu'il n'avait aucun fondement naturel. Il a vécu comme un animal pour révéler que l'humanité civilisée était artificielle. C'était une expérience philosophique vécue, une tentative de retrouver l'humanité naturelle sous les couches de conventions culturelles. Une quête de la liberté absolue par le dépouillement absolu. Cette expérience a réussi, dans le sens où Diogène a effectivement atteint une forme de liberté et de bonheur. Il était heureux dans sa pauvreté. Il était fier de son indépendance. Il était satisfait de sa vie jusqu'à la fin. Mais elle a aussi échoué, dans le sens où elle était impossible à universaliser. Tout le monde ne peut pas vivre comme Diogène. La société s'effondrerait si tout le monde rejetait les conventions et vivait dans la rue. Le cynisme ne peut être qu'une philosophie minoritaire, un mode de vie pour quelques individus exceptionnels qui ont le courage de sortir du système. Pourtant, même comme philosophie minoritaire, le cynisme a joué un rôle important. Il a servi de critique permanente de la société. Il a rappelé aux gens que leur mode de vie n'était pas le seul possible, qu'il existait des alternatives, que la liberté était possible, même sans richesse ni pouvoir.
Cette critique était nécessaire. Toute société a besoin de voix dissidentes qui remettent en question ses fondements. Sinon, elle devient complaisante. Elle se fige. Elle considère ses conventions comme naturelles et immuables. Les cyniques empêchaient cela. Ils étaient comme des épines dans le pied de la société. Irritants, mais utiles. Ils forçaient les gens à justifier leurs choix. Pourquoi vis-tu comme tu vis ? Pourquoi travailles-tu toute ta vie pour accumuler des biens ? Pourquoi te soucies-tu tant de l'opinion des autres ? Pourquoi respectes-tu ces lois et ces conventions ? Simplement parce que tout le monde fait pareil ? Est-ce une raison suffisante ? Ne devrais-tu pas examiner ta vie, comme Socrate l'exigeait ? Ces questions sont dérangeantes, parce qu'elles n'ont pas de réponse simple. Mais elles doivent être posées. Et les cyniques, avec Diogène en tête, les ont posées de la manière la plus provocante possible. L'héritage de Diogène est donc double. D'une part, il nous a légué un exemple extrême de liberté philosophique. Un modèle d'intégrité absolue entre pensée et action. Une démonstration que l'homme peut vivre avec presque rien et être heureux. D'autre part, il nous a légué une méthode de critique sociale. L'idée que la provocation et le scandale peuvent être des outils philosophiques. Que briser les tabous peut révéler des vérités cachées. Que vivre différemment peut être une forme d'argument. Cette méthode a été utilisée par de nombreux penseurs et artistes après lui. Les satiristes qui se moquent des puissants. Les artistes d'avant-garde qui choquent le public bourgeois. Les activistes qui violent les lois injustes. Tous suivent, consciemment ou non, la tradition inaugurée par Diogène. Ils comprennent que parfois, pour changer les mentalités, il ne suffit pas d'argumenter rationnellement. Il faut aussi choquer, provoquer, déranger. Il faut forcer les gens à sortir de leur zone de confort intellectuel. Et c'est exactement ce que Diogène a fait toute sa vie. Aujourd'hui, dans un monde dominé par le consumérisme, l'obsession de l'image, la course au statut, les inégalités croissantes, la destruction environnementale, nous avons peut-être plus que jamais besoin de voix comme celle de Diogène. Des voix qui nous rappellent que nous n'avons pas besoin de tant de choses. Que le bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans la liberté. Que vivre simplement n'est pas une privation, mais une libération. Que dire la vérité, même brutalement, est préférable au mensonge poli. Que la cohérence entre principe et action est plus importante que la réputation. Bien sûr, nous ne pouvons pas tous vivre dans des tonneaux. Nous ne pouvons pas tous renoncer à tout confort. Nous avons des responsabilités envers nos familles, nos communautés. Nous vivons dans des sociétés complexes qui demandent une certaine participation. Mais nous pouvons néanmoins nous inspirer de l'esprit de Diogène. Nous pouvons simplifier. Nous pouvons consommer moins. Nous pouvons être plus authentiques. Nous pouvons questionner davantage. Nous pouvons être plus courageux dans nos choix. Nous pouvons vivre un peu moins pour l'apparence et un peu plus pour nous-mêmes. Diogène nous montre qu'il est possible de vivre autrement, que nous avons plus de liberté que nous ne le croyons, que nous sommes prisonniers de nos propres peurs et désirs plus que de contraintes externes réelles. L'homme qui vivait dans un tonneau n'était pas fou. Il était peut-être le plus saint d'esprit de tous les Athéniens, car il voyait clairement ce que les autres refusaient de voir. Que la civilisation, avec tous ses raffinements et ses luxes, était aussi une forme d'esclavage. Que l'accumulation de richesses ne menait pas au bonheur, mais à l'anxiété. Que la poursuite du statut ne satisfaisait jamais, mais créait un besoin toujours croissant de validation. Que les conventions sociales étouffaient l'individualité et l'authenticité. Que la vraie liberté demandait de renoncer à tout cela. C'était une vision radicale, c'était une vision difficile, mais c'était une vision cohérente et puissante.
Et elle continue de nous interpeller parce que, au fond, nous savons qu'elle contient une part de vérité. Nous savons que nous sommes prisonniers de nos désirs. Nous savons que nous vivons pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Nous savons que nous mentons à nous-mêmes et aux autres. Mais nous avons peur de changer. Nous avons peur de perdre ce que nous avons. Nous avons peur du jugement des autres. Nous avons peur de l'inconnu. Diogène n'avait pas ces peurs. Ou plutôt, il avait appris à les surmonter. C'était son génie. Il s'était libéré de la peur, cette émotion qui enchaîne la plupart des hommes. Sans peur, il était vraiment libre. Et dans sa liberté, il était heureux. Plus heureux que les rois et les riches qui vivaient dans la peur constante de perdre leur pouvoir et leurs biens. Voilà donc l'histoire de Diogène. L'histoire d'un exilé qui devint un philosophe. L'histoire d'un criminel qui devint un sage. L'histoire d'un marginal qui influença l'histoire de la pensée. L'histoire d'un homme qui vécut dans un tonneau et devint immortel. Son nom résonne encore aujourd'hui, 2300 ans après sa mort. Des millions de gens ont vécu et sont morts depuis. Rois, généraux, riches marchands, tous oubliés. Mais Diogène, qui ne possédait rien, qui n'a rien construit, qui n'a rien écrit, est toujours là. Présent dans nos conversations, présent dans nos livres, présent dans notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'il a touché quelque chose d'universel et d'éternel. Le désir de liberté. Le désir d'authenticité. Le désir de vivre pleinement plutôt que de survivre confortablement. Ces désirs sont enfouis en chacun de nous. La plupart du temps, nous les ignorons, nous les réprimons, nous les étouffons sous les couches de responsabilité et de convention. Mais ils sont toujours là. Et quand nous entendons l'histoire de Diogène, il se réveille. Nous nous demandons « et si ?» Et si j'abandonnais tout ? Et si je vivais simplement ? Et si je me fichais de ce que pensent les autres ? Et si j'étais libre ? C'est une pensée terrifiante et enivrante à la fois. La plupart d'entre nous ne passeront jamais à l'acte. Nous continuerons nos vies ordinaires. Mais la simple possibilité que quelqu'un ait vécu autrement nous réconforte. Elle nous dit que nous avons le choix, que nous ne sommes pas totalement prisonniers, que la liberté existe, quelque part, pour ceux qui ont le courage de la saisir. C'est le cadeau que Diogène nous a fait. Un cadeau qui traverse les millénaires. Le cadeau de savoir que la liberté est possible. Même si nous ne l'atteignons jamais complètement, au moins nous savons qu'elle existe. Et cela fait toute la différence.